Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. La guerre contre la vrillette du bois, origines et stratégies d'éradication efficaces, c'est exactement ce que je vais décortiquer ici, parce qu'entre les petits trous dans un meuble, la poussière qui apparaît au sol et la peur de découvrir une charpente fragilisée, beaucoup de gens réagissent trop tard ou utilisent des solutions inutiles. Et pourtant, si on comprend vraiment d'où vient la vrillette, comment elle vit, ce qui attire sa présence et surtout comment confirmer qu'elle est encore active, on peut éviter des dégâts coûteux et mettre en place une élimination vraiment durable. Le plus important, et c'est ce que je vais démontrer jusqu'au bout, c'est qu'un trou dans le bois ne veut pas toujours dire catastrophe, mais qu'un mauvais diagnostic, lui, peut transformer un simple problème local en infestation longue, discrète et difficile à maîtriser. Quand on parle de vrillette du bois, on désigne en réalité plusieurs petits coléoptères xylophages dont les larves se nourrissent du bois. Les plus connus sont la petite vrillette et la grosse vrillette, et leur différence n'est pas qu'une question de taille. Elles n'ont pas tout à fait les mêmes préférences, ni les mêmes conséquences, ni la même relation à l'humidité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le véritable destructeur n'est pas l'insecte adulte que l'on peut parfois voir sortir d'un trou ou se déplacer près d'une fenêtre. Le vrai problème, c'est la larve, invisible pendant une longue période, qui creuse des galeries à l'intérieur du bois pendant des mois, parfois plusieurs années. L'adulte, lui, ne vit que peu de temps, juste assez pour se reproduire et recommencer le cycle. C'est ce décalage entre dégâts internes et signes extérieurs tardifs qui rend la vrillette aussi trompeuse. À l'origine, la vrillette est un insecte naturellement présent dans l'environnement. Elle ne naît pas dans une maison par magie. Elle fait partie des espèces qui exploitent le bois comme ressource et qui profitent de conditions favorables pour s'installer. Un meuble ancien, récupéré, une poutre mal ventilée, un grenier humide, une cave, un plancher vieillissant ou même des boiseries décoratives peuvent devenir des cibles. Contrairement à une idée répandue, ce n'est pas uniquement l'ancienneté du bois qui attire la vrillette. Ce qui pèse énormément, c'est l'état du matériau, son taux d'humidité, la présence éventuelle de champignons, de micro-fissures, d'anciennes attaques ou de zones peu chauffées et mal aérées. En clair, la vrillette adore ce que beaucoup de maisons accumulent silencieusement avec le temps, de l'humidité, de l'ombre, peu de circulation d'air et du bois qui n'est plus vraiment surveillé. Il faut aussi démystifier la question de l'origine. Beaucoup pensent que la vrillette vient forcément d'un bois de mauvaise qualité ou d'un meuble sale. Ce n'est pas aussi simple. Un très beau meuble peut être infesté, une charpente solide aussi, et un objet parfaitement entretenu peut malgré tout avoir accueilli des œufs dans le passé. La femelle cherche des endroits favorables pour pondre, souvent dans les fissures, les pores du bois, les anciennes galeries ou les irrégularités de surface. Une fois les œufs éclos, les larves pénètrent dans le matériau et commencent leur développement à l'abri des regards. C'est pour cela qu'une infestation peut sembler apparaître soudainement, alors qu'en réalité, elle est déjà en cours depuis longtemps. Quand on découvre les premiers petits tas de vermoulures ou de sciures fines, il est possible que l'activité larvaire soit ancienne. La petite vrillette s'attaque volontiers aux meubles, aux boiseries, aux planchers et à différents bois ouvragés. Elle laisse souvent des trous de sortie assez petits et une vermoulure fine, granuleuse, qui peut ressembler à une poussière claire. La grosse vrillette, elle, est généralement plus préoccupante pour les éléments de structure, surtout lorsqu'il existe une humidité importante ou une altération fongique du bois. Elle apprécie davantage les bois déjà affaiblis, souvent humides, et peut signaler un problème plus global du bâtiment. C'est là qu'intervient une idée essentielle. La vrillette n'est pas seulement un insecte à tuer, c'est aussi un indicateur. Sa présence dit souvent quelque chose sur l'environnement intérieur, sur la gestion de l'humidité, sur l'aération, sur l'état sanitaire du bois et parfois sur l'existence d'un désordre caché. L'erreur la plus fréquente, c'est de paniquer dès qu'on voit des trous. Or, des trous peuvent être très anciens. Un meuble de famille, une poutre apparente ou un escalier ancien peuvent porter les traces d'une attaque passée sans qu'il y ait encore la moindre larve vivante à l'intérieur.
À l'inverse, l'autre erreur, encore plus dangereuse, consiste à minimiser les signes en se disant que quelques trous ne sont pas graves. Tout l'enjeu, avant de traiter, c'est donc de savoir si l'infestation est active. C'est la première bataille à gagner. Pour cela, j'observe plusieurs indices. Je regarde d'abord si de la vermoulure fraîche apparaît régulièrement sous le bois ou à proximité des trous. Une poudre récemment expulsée est souvent plus claire, plus légère, moins tassée. Je vérifie aussi si de nouveaux trous apparaissent au fil des semaines. J'examine la surface, les zones cachées, l'arrière des meubles, les dessous de tiroirs, les assemblages, les poutres en contact avec des murs plus humides, les combles et les pièces peu chauffées. Je cherche également à savoir si l'attaque est localisée ou diffuse. Il faut bien comprendre que les trous visibles sont des trous de sortie d'adultes. Cela signifie que l'insecte a déjà terminé son développement larvaire à cet endroit. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien dans le bois, car d'autres larves peuvent encore être présentes plus profondément, à des stades différents. C'est ce qui rend l'interprétation délicate. On peut avoir un bois très perforé, mais aujourd'hui inactif, comme on peut avoir un bois qui semble peu touché en surface, alors que l'intérieur commence à se dégrader. Sur les éléments structurels, je ne me contente jamais de l'apparence. J'évalue la dureté du bois, sa résistance à la pression, l'état des fibres, la présence d'humidité, les sons produits quand on le tapote, et j'essaie de repérer si certaines zones sonnent creux ou s'effritent anormalement. Pourquoi la vrillette choisit-elle un lieu plutôt qu'un autre? Parce qu'elle répond à un ensemble de conditions. L'humidité est souvent le moteur principal. Un bois humide est plus attractif, plus favorable au développement larvaire et plus susceptible d'être accompagné d'altérations biologiques. Une mauvaise ventilation permet à cette humidité de se maintenir. Les variations thermiques modérées et les espaces peu dérangés jouent aussi un rôle. Un grenier qu'on n'ouvre presque jamais, une pièce secondaire, l'arrière d'un lambris, un meuble collé contre un mur froid, tout cela peut former un microclimat parfait. À cela s'ajoute le fait que certaines infestations sont réintroduites par de nouveaux objets en bois. On rentre une vieille chaise, une commode chinée, une caisse en bois, une sculpture, et sans le savoir, on introduit un foyer qui se développera lentement. Pour mener une éradication efficace, il faut penser en stratège. Tuer quelques insectes visibles ne sert presque à rien si les larves continuent leur cycle à l'intérieur. Passer rapidement un produit de surface sur un bois ciré, verni ou poussiéreux, sans préparation sérieuse, est souvent inefficace. Et pulvériser au hasard, sans traiter la cause environnementale, notamment l'humidité, revient à laisser la porte ouverte à une réinfestation. Une véritable stratégie repose sur 4 axes qui doivent travailler ensemble. Confirmer l'activité, évaluer l'étendue des dégâts, traiter le bois correctement et corriger les conditions qui ont favorisé l'attaque. Quand l'attaque concerne un petit objet ou un meuble isolé, on peut parfois agir de manière ciblée, mais là encore, il faut être rigoureux. Je commence toujours par isoler l'objet si possible afin d'éviter une dispersion des adultes à l'époque des émergences. J'aspire soigneusement la vermoulure et les poussières autour des trous et dans les recoins, non pas comme solution suffisante, mais pour mieux observer ensuite si de nouvelles expulsions apparaissent. Je nettoie la surface pour qu'un traitement éventuel puisse pénétrer. Si le meuble présente une finition épaisse, il faut savoir qu'elle peut freiner l'action d'un produit insecticide ou insecticide fongicide. Dans certains cas, un décapage partiel ou un accès aux parties non finies est nécessaire. Le but n'est pas d'imbiber aveuglément, mais de faire pénétrer là où les larves se trouvent ou circulent. Parmi les méthodes d'éradication, il existe les traitements chimiques curatifs appliqués par pulvérisation, badigeonnage ou injection, selon l'épaisseur du bois et le niveau d'atteinte. L'injection est souvent réservée aux grosses sections, comme certaines poutres, solives ou pièces de charpente, lorsque l'on veut faire pénétrer le produit au cœur du matériau. La pulvérisation ou le badigeonnage peuvent convenir pour des surfaces plus accessibles, à condition que le bois soit correctement préparé. Une erreur fréquente consiste à traiter un bois recouvert de vernis sans aucune ouverture de surface, puis à croire le problème réglé. Or, si le produit ne pénètre pas, il reste largement en surface et son efficacité réelle devient limitée.
Les galeries larvaires ne sont pas un réseau visible de l'extérieur qu'un simple voile de produits va forcément atteindre. Il existe aussi des approches thermiques qui peuvent être très intéressantes dans certains contextes. La chaleur contrôlée peut détruire les stades de développement de l'insecte si elle atteint durablement et uniformément les températures nécessaires au cœur du bois. C'est une solution séduisante parce qu'elle évite parfois l'usage massif de biocides, mais elle demande un vrai savoir-faire. Si la montée en température est insuffisante, inégale ou mal maîtrisée, certaines larves peuvent survivre. À l'inverse, une chaleur mal gérée peut abîmer des finitions, déformer certains assemblages ou fragiliser des matériaux sensibles. Le froid intense est parfois évoqué pour de petits objets, mais là encore cela dépend du volume, de l'épaisseur, de la durée d'exposition et de la capacité du froid à atteindre l'ensemble de la masse infestée. Mettre un objet dehors en hiver ou dans un congélateur trop peu puissant ne garantit pas forcément l'éradication complète. Certaines personnes se tournent vers des remèdes maison, comme le vinaigre, les huiles essentielles ou des mélanges divers. Je préfère être très clair. Ces solutions peuvent avoir un intérêt marginal sur de la prévention légère, sur l'entretien ou sur un usage de surface très limité, mais elles ne constituent pas une réponse fiable à une infestation installée dans le bois. Le danger, c'est qu'elles donnent l'illusion d'agir alors que les larves restent intactes en profondeur. Pendant ce temps, le cycle continue. Ce n'est pas parce qu'on ne voit plus de poussière pendant quelques jours que le problème est résolu. Dans la guerre contre la vrillette, le faux sentiment de victoire est l'un des plus grands pièges. Quand l'attaque concerne des éléments porteurs, je change complètement de niveau d'exigence. Une poutre, une charpente, un plancher structurel ou des solives ne se traitent pas comme un petit meuble. Il ne s'agit plus seulement d'éliminer un insecte, mais de préserver l'intégrité mécanique du bâtiment. Là, il faut apprécier l'ampleur des galeries, la profondeur de la teinte, la résistance restante du bois et la présence ou non d'autres agents de dégradation. La grosse vrillette, notamment, apparaît souvent dans des bois déjà affectés par l'humidité ou par une décomposition liée à des champignons. Dans ce cas, tuer l'insecte sans supprimer la cause d'humidification est une demi-mesure. Il faut rechercher une fuite, une remontée capillaire, une condensation chronique, une ventilation insuffisante, un défaut d'étanchéité ou une infiltration en toiture. Tant que le bois restera dans un environnement favorable, la menace biologique reviendra sous une forme ou sous une autre. Le traitement profond d'une charpente suit généralement une logique stricte. On commence par un diagnostic attentif, puis par une préparation du support. Les parties très dégradées peuvent nécessiter un bûchage ou un sondage pour retirer les zones trop altérées et vérifier la cohésion du bois sain restant. Ensuite, selon les sections, on peut mettre en place des injections dans des trous forés à intervalles réguliers pour diffuser le produit curatif, puis compléter par une application de surface. Mais là encore, l'objectif n'est pas de noyer le bois à l'aveugle. Il faut adapter la méthode à l'essence, à l'épaisseur, à l'état du support et à l'usage des pièces. Dans certains cas extrêmes, un renforcement ou un remplacement partiel d'éléments trop affaiblis devient nécessaire. Beaucoup de gens espèrent qu'un produit suffira toujours. Ce n'est pas vrai. Un bois dont la résistance est déjà gravement compromise ne redevient pas solide simplement parce qu'on a tué les insectes qu'il contient. Il y a un autre point capital, le calendrier biologique. Les émergences d'adultes sont souvent saisonnières, plus visibles au printemps et en été quand les conditions sont plus favorables. C'est à ces moments qu'on remarque davantage les trous récents ou la poussière. Mais l'activité larvaire, elle, s'inscrit dans la durée. Cela signifie que même en hiver, l'absence de signes extérieurs ne permet pas de conclure à l'absence d'infestation. C'est pourquoi le suivi doit être pensé sur plusieurs mois. Après traitement, j'aime observer dans le temps si de nouvelles expulsions apparaissent, si de nouveaux trous se forment et si l'environnement a réellement changé, notamment sur le plan de l'humidité. Une intervention sans contrôle postérieur n'est jamais aussi rassurante qu'on le croit. La prévention est souvent présentée comme quelque chose de banal, alors qu'en réalité, c'est l'arme la plus rentable. Réduire l'humidité, aérer correctement, éviter les bois durablement confinés contre des parois froides, surveiller les combles, contrôler l'état des meubles anciens avant de les introduire dans la maison, tout cela peut éviter bien des ennuis.
Il faut aussi rester attentif aux zones oubliées. Fond d'armoire, arrière de bibliothèque, boiseries proches des fenêtres anciennes, escalier peu chauffé, plancher de grenier, pièces fermées longtemps. Une maison n'est pas infestée parce qu'elle est vieille, elle l'est souvent parce qu'elle offre sans le savoir des niches écologiques stables à des organismes qui profitent du moindre relâchement. Je veux aussi insister sur la différence entre présence de vrillettes et niveau d'urgence. Tous les cas ne se valent pas. Un petit meuble ancien, légèrement marqué, n'a pas la même gravité qu'une charpente humide présentant une activité diffuse. C'est pour cela qu'il faut éviter les réponses excessives autant que les réactions insuffisantes. On ne démonte pas toute une structure pour quelques trous anciens, mais on ne se contente pas non plus d'un spray de bricolage quand des éléments porteurs montrent des signes d'attaque active. Le bon niveau de réponse dépend de la nature du bois, de sa fonction, de l'étendue des symptômes, de l'historique du lieu et de l'environnement. Cette approche mesurée est précisément ce qui permet d'être efficace sans gaspiller du temps ni de l'argent. Un détail souvent négligé concerne la distinction entre vrillettes et autres insectes xylophages. Tout trou dans le bois n'est pas forcément l'œuvre d'une vrillette. Selon la taille des trous, la forme de la vermoulure, le type de bois attaqué et le contexte, on peut être face à d'autres espèces. Pourquoi est-ce important? Parce que le traitement et surtout l'interprétation des risques peuvent varier. Se tromper d'ennemi, c'est risquer de choisir la mauvaise stratégie. C'est exactement comme en médecine. Le bon traitement commence par le bon diagnostic. Dans beaucoup de maisons, ce ne sont pas les produits qui manquent, c'est la précision d'analyse au départ. Si je devais résumer l'origine profonde du problème, je dirais que la vrillette exploite la rencontre entre un matériau organique durable et un environnement favorable. Le bois est vivant même après sa coupe, au sens où il continue à réagir à l'humidité, à se contracter, à gonfler, à se fissurer, à vieillir. L'insecte, lui, profite de ce vieillissement, de ces micro-ouvertures, de cette stabilité cachée. C'est pour cela que l'éradication la plus efficace n'est jamais purement destructrice. Elle est aussi corrective. On élimine l'insecte, mais on retire également ce qui a rendu sa présence possible ou confortable. Sans cette dimension, la guerre est rarement gagnée pour longtemps. Pour les meubles auxquels on tient, il faut trouver un équilibre entre conservation et traitement. Beaucoup de personnes hésitent à intervenir de peur d'abîmer un objet ancien. Cette prudence est légitime, mais attendre trop longtemps peut coûter encore plus cher en restauration. Sur une pièce de valeur, il faut réfléchir à la méthode la moins invasive, mais suffisamment fiable. Selon les cas, un traitement professionnel contrôlé, chimique ou thermique permet de préserver l'objet tout en stoppant réellement l'attaque. Ce qui compte, c'est de ne pas sacrifier l'efficacité au nom de la douceur apparente. Un meuble patrimonial rongé en silence est bien plus menacé par l'inaction que par un traitement adapté. J'insiste aussi sur l'importance du nettoyage intelligent après traitement. Retirer la vermoulure ancienne, aspirer les poussières, surveiller les surfaces et conserver un œil critique sur ce qui réapparaît permet de distinguer les résidus passés d'une activité nouvelle. Beaucoup de gens croient que la poussière observée des semaines après intervention prouve forcément un échec, alors qu'il peut s'agir de résidus sortis progressivement de galeries anciennes à cause de vibrations, de mouvements ou de courants d'air. À l'inverse, une vermoulure fraîche, répétée et localisée doit alerter. L'observation après traitement n'est donc pas un détail, c'est une partie du protocole. En pratique, une stratégie d'éradication vraiment efficace repose sur une logique simple mais exigeante. D'abord, je confirme si l'attaque est active et j'identifie au mieux le type d'insecte concerné. Ensuite, j'évalue la gravité réelle en distinguant objets décoratifs, meubles d'usage et éléments structurels. Puis je choisis une méthode adaptée au support, à sa finition, à son accessibilité et à sa valeur. Après cela, je corrige les facteurs de risque, surtout l'humidité et le manque d'aération. Enfin, je surveille dans le temps pour vérifier que le cycle est effectivement interrompu. Cette séquence paraît évidente, pourtant elle est souvent ignorée au profit d'une réponse rapide et superficielle. Le message le plus utile à retenir, c'est que la vrillette n'est ni un détail à négliger, ni une fatalité incontrôlable. C'est un problème technique qu'on peut comprendre et maîtriser à condition de ne pas se tromper de combat.
Le vrai ennemi, ce n'est pas seulement l'insecte, c'est son invisibilité, sa lenteur, notre tendance à regarder la surface au lieu de réfléchir au cycle complet et à l'environnement. Plus on agit tôt, plus on a de chances de sauver le bois, de limiter les traitements lourds et d'éviter des réparations structurelles. Et plus on traite intelligemment, moins on risque de revivre la même infestation quelques années plus tard. Au fond, la guerre contre la vrillette du bois se gagne rarement par un geste spectaculaire. Elle se gagne par l'observation, la méthode et la patience. Il faut savoir reconnaître les signes sans les dramatiser, intervenir sans improviser et comprendre qu'une maison en bois ou riche en boiserie demande une vraie vigilance biologique. Quand on associe diagnostic sérieux, traitement adapté et correction des conditions favorables, on transforme un problème anxiogène en dossier maîtrisable. Et c'est précisément ce que je voulais montrer ici. L'origine d'une infestation n'est jamais un mystère absolu, et les stratégies d'éradication les plus efficaces ne reposent pas sur des recettes miracles, mais sur une compréhension précise de l'insecte, du bois et du milieu dans lequel les deux se rencontrent.